Mesdames, Messieurs, chers bénévoles, chers participants, chère équipe des roues solidaires, c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous vous accueillons aujourd'hui à Avignonnet-Lauragais pour cette belle étape de votre aventure humaine et solidaire. Votre projet est bien plus qu'un simple périple à vélo le long du canal des Deux Mers, le canal du Midi. À travers cette traversée, vous portez un message fort, celui du courage, de la solidarité et de l'espoir. Denis et Myriam ont choisi de transformer l'épreuve de la maladie en une formidable énergie positive. Face à la sclérose en plaques, vous avez décidé d'agir, de sensibiliser, de rassembler et surtout de montrer que la mobilité, le sport et la volonté peuvent encore ouvrir de magnifiques chemins. Votre association Roues Solidaires SEP et Mobilité rappelle une chose essentielle. Derrière chaque maladie, il y a des femmes, des hommes, des familles, des combats quotidiens, mais aussi une immense force de vie. Au nom de la commune d'Avignonnet-Lauragais, je tiens à saluer votre engagement, celui de vos partenaires, des bénévoles et de toutes celles et ceux qui vous accompagnent sur cette route. Merci d'avoir choisi de faire étape chez nous. Notre commune est heureuse de participer, même modestement, à cette chaîne de solidarité qui fait tant de bien. Je vous souhaite une très belle continuation jusqu'à 7, de belles rencontres, beaucoup de sourires et surtout la réussite de cette magnifique aventure humaine. Et comme vous le dites si bien, ensemble, faisons rouler l'espérance. Bienvenue à Avignonnet-Lauragais et bravo à vous tous. Merci. Désolée. Mais je vous en prie. Vraiment, écoutez, on était vraiment touchés. Merci, nous aussi, on est touchés que vous soyez déplacés. Merci infiniment. Et donc, bonne suite d'aventure pour vous. Oui. Oui. Mais vous avez réussi à bien... On a tenu jusque-là, donc il n'y a pas de raison. Si les routes veulent bien nous accueillir favorablement. Bah oui. Il y en aura d'autres, on espère. Mais bien sûr. J'ai la santé pour le faire, on va y aller. Mais c'est bien. C'est important. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup touchés. De Occitanie, donc le pôle des maladies neurodégénératives. Donc nos bureaux sont à l'ARS de Toulouse. Donc nous sommes un dispositif régional. Nous avons été créés en 2015 avec la loi association loi 1901. Donc c'est à destination des patients, des aidants et des professionnels. Nous, on a deux objectifs de travail. On a le premier objectif qui est la formation et la sensibilisation, tant auprès des professionnels de santé qu'aussi des patients et des aidants. Donc pour ce faire, en fait, on utilise soit des réunions publiques comme aujourd'hui, où on va informer sur la maladie, soit des webinaires une fois par mois avec des professionnels de santé qui expliquent sur une thématique particulière sur les maladies neurodégénératives. On fait aussi des formations auprès des professionnels de santé, que ce soit en EHPAD, dans les services d'aide à domicile, les SIAD, les CRT, on balaye un petit peu tout ça. Et ensuite, on fait aussi du parcours et orientation. Donc là, on a une ligne, en fait, avec le numéro inscrit sur la plaquette, où les gens peuvent nous appeler. Donc, soit c'est des professionnels qui se questionnent sur une des pathologies et qui veulent avoir une orientation spécifique vers une structure, soit c'est des aidants ou même le patient, qui va nous dire, voilà, je viens d'être diagnostiqué, je cherche une structure, qu'est-ce qu'il existe dans mon département, ou voilà, les aidants qui se questionnent aussi sur les solutions de répit qui existent, un petit peu de ça. Donc on fait de l'orientation dans tous les départements d'Occitanie. Sur notre site internet, on a également des cartes mentales qui permettent aux professionnels, alors plus pour le professionnel, mais l'aidant peut aussi y aller, pour chercher toutes les informations, que ce soit d'un point de vue administratif, comme tout ce qui existe sur le territoire également. On est aussi sur des projets, sur un projet européen qui s'appelle TIAKI, donc il est en construction pendant 3 ans. Là, le but, c'est de créer une plateforme numérique à destination des aidants. Tout aidant confondu. Et donc, c'est en partenariat avec l'Espagne. Donc, c'est France-Espagne, sur plutôt les départements frontaliers aux Pyrénées, qui s'occupent de ce projet. On en fait partie.
Voilà. Et après, on a aussi créé des cartes urgence à la demande des aidants et de France Parkinson. Donc c'est une petite carte où l'aidant peut l'avoir en disant bien qu'il est aidant. S'il arrive un souci, qu'il a un proche à la maison, qui ne peut pas forcément rester seul. Donc il y a des coordonnées à côté pour rappeler les personnes. Ouais. En fait, c'est pour prouver qu'on ne peut pas s'absenter longtemps parce qu'on a un malade à s'occuper, de façon à gagner un peu de temps sur un événement particulier. Ah non, pas du tout. Non. En fait, cette carte, il n'y a aucun passe-droit avec elle. C'est pas comme les cartes CMI ou autre. Là, c'est vraiment juste une carte de si vous avez un souci, par exemple un accident de voiture, un problème dans la rue, et vous êtes hospitalisé, et que vous ne pouvez pas communiquer, en fait, les pompiers ou les policiers ou même le médecin, pour avoir en disant, oula, attention, par contre, il y a quelqu'un à la maison qui ne peut pas rester seul. Donc, vous avez mis les coordonnées à côté, sinon, on ne le sait pas, et donc, on n'espère pas que ça arrive, mais si vous arrive un souci, voilà, c'est juste pour prévenir qu'il y a quelqu'un à la maison. Donc, on doit mettre les coordonnées d'une tierce personne. Voilà, d'une tierce, un voisin, de la famille, si vous voulez, qui peut être contacté en disant attention, voilà, tel aidant est hospitalisé et il a un proche à la maison qui ne peut pas rester seul. Donc du coup aujourd'hui on va parler de la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques c'est une maladie neuroévolutive qui affecte le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Elle est aussi considérée comme une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire qui est censé défendre l'organisme va venir attaquer par erreur la gaine de myéline. C'est une substance qui entoure le neurone. On va voir ça un tout petit peu après comment ça fonctionne. Et ces atteintes vont provoquer des troubles de la transmission de l'influx nerveux entre le cerveau et le reste du corps. Pour la physiopathologie, on va reprendre d'abord la base de ce que c'est un neurone, comment il fonctionne et pourquoi dans la sclérose en plaques, ça vient être défaillant. Donc un neurone, c'est une cellule du système nerveux spécialisée dans la réception, traitement et transmission de l'influx nerveux. C'est un message électrique qui se transmet d'un neurone à l'autre. Et en fait, on peut le voir là un petit peu, mais c'est déjà abîmé. En fait, il y a des gaines de myéline autour de l'axone. L'axone, c'est le long fil. Je peux vous montrer là après. C'est le petit point jaune. C'est ce qui permet de faire accélérer l'influx du message nerveux. Entre les gaines de myéline, on appelle ça des nœuds de Ranvier qui permettent encore plus d'accélérer le message nerveux. Et en fait, dans la maladie de la sclérose en plaques, en fait, les lymphocytes vont venir attaquer cette gaine de myéline. Donc les lymphocytes, à la base, ce sont des cellules immunitaires, donc qui sont là pour défendre l'organisme. Il y a 2 lymphocytes dans la sclérose en plaques qui sont impliqués. Donc on a les lymphocytes T qui traversent la barrière hémato-encéphalique, qui s'auto-activent et en fait se dirigent vers la gaine de myéline. Normalement, elle n'est pas censée le faire. Enfin, la grignote, on peut dire ça comme ça. Et on a aussi les lymphocytes B qui produisent des anticorps qui attaquent également la gaine de myéline. Donc si on attaque la gaine de myéline, le message nerveux met beaucoup plus de temps à se transmettre. Et donc on appelle ça une poussée. Au moment où le système nerveux se fait attaquer, on appelle ça une poussée. J'ai voulu voir avec vous aussi tout ce qui était au niveau des voies descendantes et ascendantes, parce que le système nerveux est dans les 2 sens. Donc on a d'abord la voie motrice descendante, c'est-à-dire qu'elle part du cerveau jusqu'au muscle. Et donc elle descend par le tronc cérébral, la moelle épinière. Et donc dans la sclérose en plaques, si la gaine de myéline ou les gaines de myéline autour des neurones sont touchées, cela peut entraîner un déficit moteur et une perte de force par exemple. On est sur une commande volontaire à ce moment-là. Et on a aussi la voie ascendante, c'est-à-dire que là on va partir plutôt de la peau pour monter jusqu'au cerveau, donc dans l'autre sens. Ça retraverse la moelle épinière, le tronc cérébral. Donc là c'est des voies sensitives. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, normalement, le corps permet de donner des informations sur la chaleur, la position de son corps dans l'espace. Dans la sclérose en plaques, encore une fois, si la gaine de myéline est touchée sur ce système nerveux, les patients vont présenter des douleurs de brûlure, des fourmillements, une mauvaise appréhension de l'espace dans leur corps. Donc, on a la voie ascendante et descendante dans la sclérose en plaques qui est touchée. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des poussées, on va revenir un petit peu dessus parce qu'on en parle souvent dans la sclérose en plaques. Donc, une poussée, c'est l'apparition de nouveaux symptômes ou l'aggravation d'anciens symptômes pendant au moins 24 heures. Donc, la poussée, comme on a dit tout à l'heure, c'est quand les lymphocytes T et B attaquent la gaine de myéline. Et on parle de poussée en dehors de fièvre également. Si le patient a déjà de la fièvre, on appelle pas ça une poussée. C'est pas en rapport avec la sclérose en plaques. Donc, pour qu'on puisse évoquer une poussée, il faut que celle-ci soit séparée d'au moins un mois entre plusieurs poussées. Alors, une fatigue seule, comme on disait, ou des symptômes survenant dans un contexte de fièvre ne peuvent pas être considérés comme une poussée.
il faut que ça dure minimum 24 heures, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines la poussée. Alors, les gens se demandent souvent aussi si les poussées sont visibles. On peut avoir des poussées asymptomatiques, c'est-à-dire pas de symptômes, mais qui peuvent quand même être visibles à l'IRM, mais le patient ne s'en apercevra pas, ou on a des poussées avec des symptômes qui se manifestent. Alors, la question aussi qui revient souvent, c'est est-ce que les poussées, elles influent sur l'évolution de la maladie? Donc, en fait, leur fréquence et la sévérité va venir participer à l'accumulation du handicap sur le long terme. Et est-ce que les séquelles sont irréversibles? Non, parce que dans la sclérose en plaques, on a des phases de récupération. Alors, plus on avance dans la maladie, plus les poussées sont rapprochées et la phase de récupération plus difficile, mais au tout début, les phases de récupération permettent aux neurones en fait, de recréer cette gaine de myéline pour bien retransmettre l'information. Donc on a la gaine de myéline qui vient de se réparer. Donc généralement la sclérose en plaques est diagnostiquée où elle apparaît entre 25 et 35 ans. Il y a aussi une forme un peu plus tardive qu'on va voir tout à l'heure. Il y a aussi une forme un peu pédiatrique aussi. Un pédiatrique que j'avais pas vu. Oui, alors il y a des personnes qui peuvent l'avoir déjà à des 13 ans. Voilà, qui on a vu ça, j'en ai connu, oui. Qui ont maintenant 35 ans et qui a été diagnostiqué à 13 ans. Il y a aussi des formes pédiatriques qui sont moins courantes, il y en a que 750, mais n'empêche que ces pauvres personnes existent. Et voilà, et elles trouvent qu'elles n'ont pas de chance parce qu'elles l'ont très très tôt. Il faut qu'elles fassent toute leur vie avec la sclérose en plaques. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, la majorité des patients sont quand même diagnostiqués vers 25 ans et plus. Il y a aussi une forme un peu plus tardive, vers 40 ans, mais la majorité, c'est vers. Donc, elle résulte de l'interaction de plusieurs facteurs génétiques et environnementaux, donc comme le tabac, le déficit en vitamine D, tout à l'heure vous parlez aussi du soleil, de l'infection virale, surcharge pondérale, des équilibres, donc il y a quand même plein de facteurs environnementaux. Il y a environ 130 000 personnes vivant avec une sclérose en plaques en France à ce jour. Maintenant, c'est 140 000. Voilà, parce qu'en fait, ça dépend des sites. Moi, j'ai vu en fonction des endroits, on n'a pas les mêmes chiffres. Maintenant, enfin, le site officiel de France Sclérose en plaques, maintenant, communique sur 140 000 et 6 000 de plus tous les ans. D'accord. Et il y aurait plus de femmes touchées que les autres. Donc, dans les facteurs de risque, donc là on les voit pas bien, mais donc on évoquait voilà, l'hérédité, l'obésité, la carence en vitamine D, les maladies infectieuses, le tabagisme et d'autres maladies auto-immunes comme le diabète de type 1, la thyroïde, l'inflammation intestinale. Alors, au niveau des symptômes, donc là nous sommes sur une maladie qui provoque des symptômes variés et hétérogènes. Ils dépendent de la localisation des lésions dans le système nerveux central. Donc sur le cerveau, tronc cérébral, cervelet, moelle épinière. Donc, nous allons voir ensemble la multiplicité des symptômes qui peuvent être sensitifs, moteurs, mais aussi d'équilibre, de coordination, dissociation, visuel, mais aussi sphinctérien, au niveau de la parole, déglutition, de la fatigue souvent présente, cognitive et de l'humeur. Donc on est vraiment sur une maladie assez polymorphe au niveau des symptômes. Donc les troubles de la sensibilité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les voix ascendantes, c'est des patients qui vont présenter ou qui vont évoquer, sentir des fourmillements, des picotements, des sensations anormales comme le froid ou des ruissellements ou des douleurs également. Et c'est souvent localisé au niveau des membres, du thorax ou du visage. On a aussi donc, les troubles moteurs, donc plutôt de la faiblesse musculaire, de la raideur, qu'on appelle spasticité, qui peuvent venir altérer la marche ou les gestes précis. On a également les troubles de l'équilibre et de la coordination, engendrant donc des vertiges, la sensation de tanguer, une instabilité, des maladresses au niveau des mouvements. On a aussi des patients qui ont des troubles visuels, comme on disait au tout début, ça peut aussi toucher les nerfs optiques, donc ils vont présenter des visions floues ou doubles, des douleurs orbitaires et une inflammation du nerf optique, ce qu'on appelle une névrite optique. Il y a également des troubles urinaires, digestifs et sexuels, donc des impériosités, des rétentions, des constipations et une baisse de la libido. Et nous avons aussi le trouble de la parole ou de la déglutition, qui peuvent être également présents dans la sclérose en plaques. Comme on évoquait tout à l'heure aussi, une fatigue assez intense qui est persistante et souvent invalidante dans le quotidien des patients. Il y a aussi des troubles cognitifs, donc plutôt sur des ralentissements de la pensée et aussi des troubles de la mémoire. Et on a après donc, les troubles de l'humeur, donc tout ce qui est autour de l'anxiété, de la dépression, de l'instabilité émotionnelle. Ça c'est pour les symptômes. On va s'en voir un petit peu, mais c'était
pour aller au plus Ça près en des fait déjà symptômes. pas mal, hein. Oui, ça en fait beaucoup. Hein, quand on cumule. C'est ça. Il y en a qui tirent le jackpot. C'est ça. Donc on va voir ensemble donc, 3 formes cliniques qui sont évoquées dans la sclérose en plaques. Donc on a la sclérose en plaques rémitante récurrente. Donc celle-ci elle évolue par poussée, suivie de rémission partielle ou complète. Comme je vous disais, le neurone en fait il va se régénérer. Donc c'est la forme la plus fréquente dans la sclérose en plaques et elle débute chez les jeunes adultes, 25-35 ans. Donc sur le diagramme, en fait, on peut voir d'abord en bleu les poussées avec les phases redescendant, les phases plates de récupération. Et après, plus on avance dans le temps, plus on voit que ces phases de récupération sont quand même moins, elles sont moins efficaces qu'au tout début de la maladie. Plus on avance dans le temps et dans la maladie. On a aussi la sclérose en plaques secondaire progressive. Elle fait suite à la forme rémitante récurrente. Le handicap s'aggrave progressivement avec ou sans poussée. Donc là, on voit sur le diagramme qu'à un moment donné, en fait, on n'a plus vraiment des poussées, c'est une aggravation des symptômes constants. Et on a aussi la sclérose en plaques primaire progressive. Donc celle-ci, elle arrive plus tardivement, vers 40 ans. Elle se caractérise par une aggravation progressive dès le début de la maladie, sans poussée nette. Donc on voit sur le diagramme, là, on est vraiment sur une aggravation des symptômes dans le temps. Au niveau du diagnostic, donc on va reprendre sur ces 3 formes de diagnostic qui doivent être posées, parce qu'on ne les diagnostique pas de la même manière. Donc la première forme, la rémitante récurrente, donc comme on disait, qui est la plus présente dans la sclérose en plaques, il faut qu'il y ait une dissémination dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on constate cliniquement si plusieurs zones sont touchées, et avec l'IRM qui va montrer aussi des lésions caractéristiques dans au moins 2 zones distinctes. Et il faut aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'il y ait une seconde poussée par l'apparition de nouvelles lésions à l'IRM ou la présence d'une inflammation dans le liquide céphalorachidien. Pour poser le diagnostic de la forme secondaire progressive, donc là, on disait que les médecins n'arrivent pas exactement à dire quand est-ce qu'elle apparaît vraiment, cette seconde forme, parce qu'elle est quand même dans le temps. Et c'est assez fou et c'est progressif. Donc il est souvent posé a posteriori. Et il est généralement évoqué lorsqu'un patient présente une progression continue du handicap indépendamment des poussées. Mais voilà, le médecin ne savent pas dire exactement à quel moment on est passé de la première forme à la deuxième. Mais à un moment donné, ils arrivent à le poser. Et pour la 3e forme, donc la forme progressive primaire, il faut aussi la dissémination dans l'espace et dans le temps. Donc il faut qu'il y ait des lésions cérébrales caractéristiques et au moins 2 lésions médulaires ou une inflammation démontrée à la ponction lombaire pour la poser. On a aussi la dissémination dans le temps, donc une progression continue du handicap pendant 12 mois. Pour poser le diagnostic. Donc là, on avait une petite IRM au niveau du cerveau où on va venir voir les lésions, les taches blanches, au niveau du nerf optique aussi de l'inflammation. On peut voir à gauche, on voit moins bien, enfin, et à droite, le nerf optique est bon, et au niveau de la moelle épinière. Au niveau des traitements, donc il y a des traitements quand il y a une poussée, avec des perfusions de corticoïdes, qui sont des anti-inflammatoires, qui permettent de réduire la durée d'une poussée et donc de faciliter une récupération. Ces médicaments n'ont en revanche aucun effet sur les conséquences de la poussée, et en matière de handicap et de symptômes résiduels. Donc on peut limiter la durée de la poussée, mais pas les symptômes qui vont survenir quand même avec cette poussée. En traitement de fond, donc ça repose sur la prise de médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs afin de limiter la survenue des poussées. Et après on a les traitements symptomatiques pour la spasticité, les troubles vésico-santériens et d'autres troubles, comme autour de l'anxiété, tout ça, mais ce ne sera pas des médicaments spécifiques à la sclérose en plaques à ce moment-là. C'est sur un traitement d'un symptôme. Au niveau de l'évolution, la sclérose en plaques évolue de manière très hétérogène. Il est actuellement difficile de prévoir son évolution dès le diagnostic. Donc elle est propre à chaque patient. Environ 20 à 40% des patients ne présentent pas de handicap visible pendant 15-20 ans au début de la maladie. Les femmes évoluent en moyenne plus lentement vers un handicap moteur et les hommes présentent un risque plus élevé de déficit cognitif ou de dégénérescence. L'espérance de vie est globalement préservée avec une réduction moyenne estimée à 4 à 6 ans par rapport à la population générale. C'est une maladie qui démarre tôt, mais qui réduit très peu l'espérance de vie. Donc, pour les patients, les conseils qu'on peut donner en priorité, ça serait de gérer leur stress avec des techniques de relaxation, de méditation, des activités plaisantes pour apaiser l'esprit,
de planifier et prioriser ses activités, donc établir un emploi du temps flexible qui respecte le niveau d'énergie du patient. Parce qu'on peut aller très bien certains jours et d'autres jours être beaucoup plus fatigué. Donc voilà, se dire que ça arrive et de moduler son emploi du temps. De maintenir une activité physique régulière, comme vous disiez tout à l'heure avec la mairesse, de bouger, ça fait du bien. Et adopter une alimentation équilibrée en privilégiant les aliments riches en nutriments pour soutenir le système immunitaire. Et on conseille aussi quand même de participer à des groupes de soutien, des groupes de parole pour pouvoir quand même évoquer vos ressentis auprès d'autres personnes ou des psychologues si on peut faire des séances individuelles. Au niveau des associations, alors nous avons recensé France Sclérose en plaques, qui est déjà existant. On a CEP Avenir, on a aussi AFCEP, et on a C'est possible, avec Sébastien Kebler. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Non, mais moi je suis sur Facebook, un CEP Avenir, c'est possible. Oui. Je les vois, je vois des posts régulièrement. On est souvent en contact avec Sébastien Kebler. Pareil, ils ont fait du sport, donc ils ont fait du ski avec les personnes qui avaient une sclérose en plaques et les neurologues. C'est bien. Ouais. Du ski, c'est quand même particulier. Hein. Et bien, il y avait des moniteurs de ski avec, comment ça s'appelle, soit bien posé. Donc pareil, il promouvoit aussi le fait de bouger. Voilà. Vers chez nous, il y a aussi à Pas de Velours, l'association qui accompagne les personnes handicapées. Alors, ils ont un vélo qui s'appelle, avec un nom particulier, il y a 2 roues et puis comme une espèce de brancard. On allonge la personne handicapée dessus et elle est tirée et poussée. Donc ils vont dans les dunes du Pilat, ils vont sur bord de mer, et ils vont dans les montagnes, dans les Pyrénées. Et pour les malades, c'est quelque chose de formidable parce qu'ils ont l'impression de faire partie de la vie des gens qui sont debout. Et en même temps, c'est fédérateur. Donc tout le monde est content à l'arrivée, celui qui est porté parce qu'il a quelque chose d'inconnu, et en plus cette cohésion de groupe, et puis ceux qui le font parce qu'ils sont habitués. Et sur Agen, il y a une personne qui est un inventeur qui a créé un fauteuil roulant sur lequel il a adapté un vélo. Et donc la personne en fauteuil roulant peut être déplacée par une autre personne sur le vélo électrique derrière. Donc, oui, c'est Pierre Faisandier, c'est sa femme Samia qui tient le café vélo, et lui il a un magasin de vélos de vente et de réparation, et c'est lui effectivement qui a conçu, il m'a porté dessus quand même. Et le café vélo, il faut savoir qu'il y a un colimaçon comme ça qui descend bien abrupte, avec un virage comme ça. Et ben il m'a descendu. Et le principal, c'est de savoir que cet ensemble ne pèse que 15 kilos. Très léger. Mais c'est bon à savoir. Gardez en mémoire café vélo. Et c'est Pierre Faisandier qui le. Voilà, si vous avez le café vélo, après Samia vous dirigera vers son mari. Et ça peut peut-être vous être utile pour aider une personne ou deux. Voilà. Donc voilà, nous on a recensé ce qui existait soit en France comme sclérose en plaques, et après plutôt aussi sur la région Occitanie. On voulait faire une aparté aussi sur les aidants quand même, parce qu'on parle aussi du patient, mais on parle aussi des aidants, donc qui aujourd'hui selon l'INSEE sont au nombre de 9,3 millions, donc tout aidant confondu, donc de toute pathologie confondue. Donc on n'a pas le chiffre exact pour les gens qui ont des sclérose en plaques. Ce qu'on remarque, c'est que les aidants, la plupart du temps, ne se reconnaissent pas comme aidants. Ah, je ne suis pas le cas alors. Mais c'est très bien parce qu'il y a plein d'aidants qui nous disent non, c'est normal, je suis sa femme. Donc oui, ça reste de l'aidance, plus que d'être une épouse. Parce qu'en fait, les aidants vont venir gérer tout le quotidien. Donc ça dépend après ça, c'est de la logistique. Voilà, de la forme de la maladie. Donc quand on est au début d'une sclérose en plaques, le patient est quand même très très autonome. Mais voilà, sur une fin, on peut quand même avoir un aidant qui va venir préparer les repas, faire les lessives, les courses, le ménage, mais aussi accompagner ce patient au rendez-vous des médecins pour aller chercher les aides techniques. Il fait le soin et le suivi médical, donc il peut aussi faire de l'aide à la toilette au début avant de mettre en place des SIAD ou des infirmiers. Souvent, l'aidant s'occupe de la prise des médicaments et de la coordination des intervenants médicaux, sociaux de la santé. Il va venir aussi gérer. C'est normal en fait, on n'a pas l'impression d'être aidant parce qu'on le fait déjà de toute manière. Oui. En tant qu'épouse. Maintenant, les aidants hommes, pour eux, c'est peut-être effectivement plus lourd parce que c'est pas dans l'esprit, c'est pas dans
socialement, oui, ça peut dépendre des générations, mais c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, même sur d'autres pathologies, donc que ce soit autant les femmes que les hommes qui sont aidants, tout le monde fait les c'est peut-être papiers, moins mais naturel pour les hommes que pour les femmes, je sais pas. Or, maintenant, il y a moins de disparités. Non, peut-être on peut voir ça encore sur des personnes très très âgées qui sont encore sur des anciens systèmes, mais là maintenant. Après, je pense que c'était un état d'esprit. Oui, puis après, en fait, ça reste de dire que en fait, quand on gère la gestion administrative, plus le tout qui pouvait être partagé déjà avec son conjoint à la base, et que là tout n'est plus partagé, ça reste de l'aidance. Donc la gestion administrative, surtout quand on fait les demandes, soit MDPH, parce que la maladie démarre plus tôt, soit APA, tous ces documents-là prennent du temps, c'est chronophage. En général, les aidants s'essoufflent à avoir des informations. Ouais. Quand Denis est parti en hospitalisation à Gassy pendant 2 mois et demi, j'ai trouvé de tenir le quotidien à la maison, c'était plus lourd. Là, je me suis fatiguée parce que aller le voir, faire les démarches, la logistique et en même temps tenir la maison, là j'en avais un petit peu marre. Ça a duré que 2 mois. Mais voilà, donc on voit que c'est pesant quand on est seul à le faire, alors que d'habitude on se partage les tâches, comme tu disais, à 2. On se rend pas compte. Hein. Puis il y a des tâches parfois qui étaient faites par d'autres personnes, mais voilà. Globalement, l'aidant finit par faire beaucoup de tâches qui peuvent le fatiguer. Il y en a plein qui ne se reconnaissent pas dedans. Il y a des aidants qui se reconnaissent très bien en tant qu'aidant aussi. Mais il y en a qui vont dire non, de toute façon je le fais, j'ai pas le choix. Mais il y a quand même, ça reste de l'aidance. Donc ce qu'on constate souvent, c'est que l'aidant se fatigue, voire il s'épuise. Même beaucoup plus vite que le patient en lui-même. Parce que vu qu'il endosse de multiples responsabilités, il n'a souvent pas de formation ni sur la maladie, il apprend au fur et à mesure, comme avec le patient, à découvrir les nouveaux symptômes, à s'adapter autour, et qu'est-ce qui existe après, qu'est-ce qu'on met en place, à quel moment en termes de professionnel. Donc voilà, l'aidant va venir chercher toutes ces informations-là. Il a souvent du mal à trouver du répit, ce qui entraîne sur du long terme un épuisement physique et psychique pour l'aidant. Des conciliations complexes avec la vie professionnelle ou sa vie de retraité également, parce qu'on a des aidants qui prennent beaucoup moins de temps pour eux, de l'isolement social, et on constate surtout aussi de l'accès aux soins, où l'aidant va moins attention à sa santé par rapport à celui de l'aidé. Maintenant, la sécurité sociale a mis quand même en place où il y a des consultations pour aider les aidants. Comme ça, au moins, on sait que l'aidant va venir aussi se faire quand même consulter. Alors justement, France Sclérose en plaques propose pour tout le monde. Voilà, comme ça, il y a aidants, les aidants et les patients peuvent s'inscrire même aux mêmes soins. Oui, mais voilà. Que ce soit sophrologie, psychologie, même il y a une psychologue qui n'intervient que pour les aidants, des groupes d'aidants, tout seul aussi. Donc c'est vrai, c'est important d'être reconnu. Et oui, mais de se sentir surtout aidant. Et du coup, quand on ne se sent pas aidant, on va moins chercher l'information pour soi-même. C'est vrai. Mais parfois, c'est un travail, mais on arrive à faire reconnaître les gens comme aidants. Ou d'aller consulter au moins quelqu'un, ne serait-ce que pour discuter, ou d'avoir des personnes ressources. Des moments de répit, c'est quand même très important. Et donc, pour les aidants, donc là, c'est plutôt pour la région du département 31. On a le domaine de la Cadenne, qui est positionné sur Toulouse. Il existe aussi la communauté 360 et on a aussi soutenir les aidants. Donc la communauté 360, c'est je me pose une question liée sur mon handicap, il y a une ligne d'écoute et il répond. D'accord. Donc ça c'est pour la région toulousaine, Occitanie. Alors en fait dans l'Occitanie, après on va trouver plusieurs types de structures. Donc 360, c'est localisé la communauté 360. C'est pour le département 31. Il y a le département 31, mais il y a aussi d'autres départements de l'Occitanie, il me semble. Sur la communauté 360. En périphérie, alors il me semble qu'il y en a dans les autres départements surtout. Ah oui. J'ai revérifié ça sur 360. Mais après, je sais qu'il existe donc tout ce qui est les plateformes de répit, les pôles partenaires aidants, donc tout ça, il y en a dans chaque département. D'accord. Et après, chaque plateforme de répit, les PFR, du coup, ils ont un périmètre d'intervention, donc il y a des départements où il va y en avoir plusieurs. Est-ce qu'il y a un répertoire pour savoir ce qui existe dans chaque département? Une personne, par exemple, qui vient juste d'entrer dans cette roue, son conjoint, c'est quelqu'un de membre de sa famille, vient d'être touché,
Et lui, il aimerait être conseillé, être guidé, être soutenu. Comment est-ce qu'il peut trouver une structure d'aide comme 360, Academ et autre chose? Donc nous, dans la région Occitanie, donc nous, on peut répondre à cet appel-là de personnes qui recherchent une plateforme de répit ou autre structure, ou même parfois, même s'ils ne sont pas au courant, c'est nous qui leur indiquons. Et dans toute la France ou... Non. Là, Non, c'est que Occitanie, et le pôle MND n'existe qu'en Occitanie. D'accord. Il n'existe pas dans les autres régions. D'accord. Alors, ensuite, après, il y a des DAC. Nous rappeler l'Occitanie, quel est le rayon d'action, les villes de rayon d'action, dans quelle région? Alors, donc il y a 13 départements, notamment dans l'Occitanie. Donc il y a c'est déjà pas mal. Il me semble que c'est 13. Donc il y a donc l'Ariège, l'Aude, et la Haute-Garonne du coup, le Gers, l'Hérault, il y a le Lot, la Lozère. Tarn-et-Garonne. Oui, je fais avec les chiffres, donc 46-48. Ensuite, on a 65-66, donc les Pyrénées-Orientales et les Hautes-Pyrénées. Bien. Et après, on a 81, 82. Donc le Tarn et le Tarn-et-Garonne. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça fait quand même un quart. Oui, en fait, c'est ça. Avant, c'était, il y avait Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et ça rassemblait les deux Occitanie. D'accord. Donc on a ouest et est. Bon, d'accord. Voilà. Donc on sait voilà, vous pouvez intervenir sur ce rayon de 13 départements, ce qui est déjà considérable. Voilà. Et après, dans chaque département, il existe des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination, où le patient peut également appeler en disant, voilà, donc par exemple, il y a DAC 31, DAC 34, ça, il y en a dans chaque département en Ile-de-France. Et aussi, ils vont venir recenser en fait un petit peu ces structures-là. Vous vous indiquez, vous vous dire, je connais une structure qui pourra peut-être vous renseigner un peu mieux. Voilà, donc il existe aussi quand même les DAC. Et nous, on peut répondre aussi à cette demande. Après, quand on ne trouve pas tout de suite l'info, on rappelle, on va venir chercher. D'accord. Donc voilà, on s'appuie aussi sur les DAC. Alors, DAC, rappelez-moi ce que C'est c'est. Dispositif d'appui à la coordination. Appui à la Donc les coordination. professionnels aussi de santé peuvent appeler, mais les aidants aussi peuvent appeler. Et tous les professionnels connaissent l'existence du DAC? C'est censé connaître l'existence du DAC. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Bien. Parce qu'avant c'était la Maya, ça a été repris en DAC, donc avec des nouvelles missions. Dans certains départements, régions, il y a des clics. En Haute-Garonne, il n'y a pas de clics. Ah, il y a un clic d'autres, en Gironde. Voilà. Oui, Donc je sais qu'il y a des départements, des régions, il y a encore des clics. Enfin, nous, on n'en a pas, par exemple. Ouais. Il y en a Et ça un. fait partie aussi des centres de ressources. D'accord. Ouais. Très bien. Globalement. Bon. Eh bien, c'est bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est bien, hyper merci, complet, oui. c'est riche. Je suis allée peut-être un peu vite. Mais ça va. Non, ça va. On est déjà un petit peu sensibilisé, donc ça passe. Par contre, tout ce qui est nouveau dans l'organisation de l'Occitanie, oui, ça, c'est bien pour les auditeurs qui sont dans la région et qui ont besoin de soutien, parce que, franchement, il y en a beaucoup qui se sentent isolés. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux. Beaucoup interviennent en disant j'ai été diagnostiqué il y a temps et je suis perdue, je me sens seule. C'est vrai que quand je suis sorti de la maison de santé, on m'a lâché dans la nature et puis après débrouille-toi. Et oui, il avait récupéré mes problèmes. On ne connaissait pas la sclérose en plaques. Oui. Donc pour chercher l'information. Voilà. Je sais que nous là du coup on est sur on a ouvert IPED qui est une reprise d'annonce par des infirmiers de pratique avancée, donc pareil surtout de la région Occitanie. Et donc pareil, c'est un patient qui vient de se faire diagnostiquer par son neurologue. Il peut nous appeler et demander de rentrer dans ce parcours IPED où il va pouvoir avoir une reprise d'annonce avec un infirmier de pratique avancée. Alors soit en vrai, de vive voix, soit en visio, soit si vraiment il n'y a pas de possibilité de faire de visio, ça sera par téléphone. D'accord. Est-ce que tous les neurologues ont les informations pour transférer auprès d'infirmiers Alors nous on a envoyé, alors là je suis en train de tout finir de la liste, mais on a déjà envoyé une partie des neurologues de l'Occitanie. Il me manque quelques-uns encore que je suis en train de référencer. C'est ça qui est capital, c'est que les premiers... Et on a surtout envoyé en fait à d'autres autres que des neurologues en fait. Voilà. Pour qu'aussi les autres professionnels se disent ah oui en fait ça existe donc on peut quand même orienter le patient. Tous les infirmiers indépendants, autant qu'hospitaliers, devraient tous pouvoir diriger les gens vers des structures d'accompagnement. Voilà. Dans l'absolu,
Mais il faut beaucoup communiquer pour que ça Voilà, devienne c'est ça. automatique Mais, en fait. On le fait. Donc on a déjà eu des neurologues qui ont orienté vers cette reprise d'annonce et aussi ça peut être déjà la demande aussi même du patient lui-même. Hein. Les centres de rééducation. C'est quand, Oui, quand les gens sortent de centres de rééducation, qu'ils sortent avec les informations. Parce que on est trop vite lâché quoi. Et quand c'est nouveau, quand il y a des années qu'on a été diagnostiqué, on a eu le temps de faire des recherches. Quand on vient d'être diagnostiqué et qu'on n'a pas les informations, on est paumé. Et c'est pour ça que nous, on a lancé ce parcours, cette idée de parcours, pour donner un sens à cette vie et lui donner à Denis l'envie de se battre, de récupérer, parce qu'on n'avait pas de soutien nulle part, on ne savait pas comment ça allait évoluer. On dit non, c'est pas la maladie qui va nous avoir comme ça, il faut qu'on fasse un truc. Donc on a inventé ce challenge et dans le même temps, après, en quelques semaines, on a rencontré les délégués Sud-Gironde, Delphine Villacresse et Isabelle Guirat de France Sclérose en plaques, qui font des réunions éclairées en invitant un praticien qui tourne autour de la sclérose en plaques, une fois par mois. Et on a vu ça, ils font une annonce dans le journal local, gratuit. Et on a eu la chance de tomber sur cette annonce-là. Et on a pu mettre un pied dedans, et là on a été accompagnés. Et du coup, c'est elles qui nous ont poussés à créer une association, à faire un partenariat avec France Sclérose en plaques, à entrer dans un parcours de santé que proposait France Sclérose en plaques. Et là, on s'est senti soutenu et on a eu envie de partager. Parce que c'est une vraie ouverture. Hein. Il ne faut pas croire, c'est pas une simple béquille. Hein. On en a vraiment besoin. Et quand autant on est dedans, hein, je parle, parce que Denis, avec ses problèmes cognitifs, il décroche un petit peu. Hein, il suit au départ, puis après, il ne se rappelle jamais. Donc, il compte toujours sur moi. Ça devient aussi une béquille, une facilité. Hein. Je ne fais pas trop d'efforts parce que je sais qu'à côté, ça suit. C'est tellement plus simple. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être soutenu, d'être lié, parce que la maladie, elle grignote et il faut la reculer. Il faut la tenir à distance, un maximum. Et tout ce que tu as présenté au début, Denis a présenté quand même beaucoup de ces symptômes dès la première poussée, reconnus, diagnostiqués. Parce qu'il il a vu qu'il y a des troubles en permanence, donc je ne conduis plus parce que j'ai le champ visuel qui se rétrécit. Voilà, tu parlais d'accompagnement pour la conduite et rendez-vous. Ça fait 2 ans que je le conduis. Ma secrétaire et ma mémoire, parce que je ne me rappelle pas. Et puis les troubles cognitifs. Ah oui, sphincter. C'est même. Alors, c'est assez particulier. La plupart des personnes qui ont des problèmes de vessie, ce sont des antidépressantes et incompressibles. Lui, c'est le contraire. Il n'a aucune sensation. Il pourrait éclater sa vessie. Il ne s'en apercevrait même pas. C'est ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Je me rends compte que je n'avais pas utilisé le perroquet. Du tout. Du tout. Et quand il s'est retrouvé mouillé pour aller à la salle de bain, il dit qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rien vu venir. Et là, c'est le médecin a pensé problème neurologique. Voilà. Et il ne s'est jamais revenu parce que la vessie, elle ne répond plus, elle n'a aucune sensation, il n'y a plus de sphincter, mais il reste coincé. Donc il n'y a que les autosondages qui peuvent vider la vessie. Donc il faut en faire 6, 7. Parce que j'y pense. Il n'a pas besoin, il n'y pense pas. Et moi souvent je lui dis tu es allé te sonder? Ah ben non, j'ai oublié. Quelquefois il passe un sondage sur 2 parce qu'il n'a pas de sensation. Donc c'est à contre-courant par rapport à ce qu'on entend habituellement. Voilà. L'équilibre aussi. Eh oui. D'où le tricycle pour faire le péri, c'est parce que. Oui, ça demande de l'équilibre, sinon Mais il en faisait au départ en septembre. Il avait retrouvé assez d'équilibre pour faire du musculaire. Mais après, pour faire un périple, plusieurs jours de suite pédaler, on s'est dit c'est impossible, on ne va pas prendre le risque. Une chute, ça pourrait suffisamment lui faire peur pour qu'il ne remonte plus. Donc on a utilisé le tricycle. Et pourquoi pas? Je m'appelle Jémy. J'ai hâte. Il n'y a pas de honte à faire du tricycle, le principal c'est de bouger. Donc voilà, le message véhiculé, c'est peu importe la forme, bouger. Le peu que l'on fait, c'est déjà une victoire. Oui. C'est ça qu'il faut prendre en compte.
Voilà. Alors on fait des étirements tous les matins. Ça, c'est à conseiller un petit peu aux valides et aux non-valides. Hein. Je le dis à mes filles, aux petits-enfants. Faire des exercices d'étirement au lever, au réveil. C'est important pour lancer la machine. D'autant plus quand on est rouillé. Hein, parce que les muscles se raidissent, les ligaments aussi se durcissent. Donc il faut vraiment commencer par huiler la machine le matin au réveil. Après on met le pied à terre et ça va mieux. On peut partir, la journée commence. Et ça c'est bon pour tout le monde. Et quand même ceux qui sont très atteints dans leur mobilité, il faut quand même qu'ils essayent de faire bouger, ne serait-ce que la tête, les épaules, un peu les bras, un peu les jambes, en se faisant aider. Même s'ils ont la chance d'avoir un aidant, qui ne peuvent pas le faire tout seul, on peut faire le kiné, le fait, beaucoup de kiné, plusieurs fois par semaine. Et il faut entretenir tout ça, même si ça demande des efforts, c'est bénéfique pour le moral, c'est bénéfique pour le physique, et sortir. Ne pas rester enfermé à la maison, prendre l'air même quand il fait froid, on se couvre, et c'est bon pour l'immunité. Dans la sclérose en plaques, l'immunité est en baisse. Donc, il faut pouvoir la remonter en allant dehors. Surtout pas rester confiné à la maison, parce qu'il y a beaucoup de polluants dans la maison. Donc, il ne faut pas croire qu'on se protège en laissant tout fermé. Il faut vraiment aérer l'intérieur tous les jours, même quand il ne fait pas beau, pour renouveler l'air. Et il faut faire attention à son immunité, parce que dans la sclérose en plaques, elle est souvent, à cause des immunosuppresseurs, elle en baisse. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On a fait le tour. Vous voyez des questions? Vous voyez des choses, un sujet qu'on n'aurait pas abordé? Non. Il n'y a rien qui vous vient à l'esprit? Non. Qu'est-ce qu'on a abordé? Vous avez plein de choses, des conférences. Alors, on peut trouver pour aider France Sclérose en plaques. On a conçu des t-shirts, les t-shirts que nous portons. France Sclérose en plaques devant, roue solidaire derrière. Voilà. De façon à aider France Sclérose en plaques en donnant, on reverse 5 € sur chaque t-shirt vendu. Les t-shirts sont vendus 15 €. On peut les commander sur le site web roue-solidaire.fr. On peut les commander aussi par Facebook, par Instagram, par mail, mdrousesolidaire@gmail.com. Voilà. Toutes les modes de jeu, on peut les envoyer par la poste, il n'y a pas de problème. On a mis aussi une cagnotte Litchi pour aider France Sclérose en plaques. Alors pour l'instant, elle couvre les frais de la logistique de ce périple. Mais une fois que nos frais seront terminés, seront comblés, nous reverserons l'excédent à France Sclérose en plaques. Donc on espère pouvoir verser un petit chèque intéressant pour aider la recherche, parce que vraiment, ils ont besoin. Les chercheurs, 140 € pour 1 heure de recherche, c'est peu. Et le traitement aussi qui coûte très cher. Ouais, les injections que j'ai actuellement, ça c'est la Sécu, la CP tous les mois, c'est quand même une grosse dépense. Ouais, les immunosuppresseurs coûtent très cher. C'est vrai. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Une chose aussi qu'on n'a pas abordée, c'est le fait que ce ne soit pas transmissible. La sclérose en plaques, mais voilà, ça ne se transmet pas nécessairement. Ça ne se transmet pas. Non. Plusieurs membres de la famille, c'est vrai, il y a des familles qui peuvent être touchées par plusieurs membres, effectivement, mais ça ne se transmet pas, non, évidemment. On a vu un monsieur justement sur le périple, un peu avant Toulouse, qui lui a toute la famille de côté de sa femme. Plusieurs membres, pas toutes. Plusieurs membres de la famille, heureusement pas toutes. Qui est atteinte de sclérose à des degrés différents. Des générations différentes aussi. Voilà. Mais bon, ce n'est pas courant non plus, c'est pas si fréquent que ça, ça arrive. Voilà.
C'est assez impressionnant. Mais c'est bien que tu aies souligné que ce n'est pas héréditaire. Prendre en héréditaire. photo le QR code et puis qui vont sur le site, après on les retrouve sur la cagnotte ou alors des petits messages d'encouragement, c'est génial. Oui, c'est cool ça. Ah, ouais. Oui. C'est vrai que depuis Agen, oui, il y a une mobilisation, et il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent sur les réseaux et qui viennent sur la cagnotte. C'est intéressant parce qu'il y a des échanges qui se font sur le parcours. Et on se rend compte, beaucoup de gens savent déjà ce qu'est la sclérose. Je m'y habitue, quoi. Et donc, c'est vrai que j'essaie d'apporter le plus possible d'encouragement. Hein. Et là, vous finissez votre périple à 7. Oui, mais non, pas prochain. Le 16 et la dernière réunion le 17 à 10h30. Mais il nous reste, on est le 7, donc il nous reste 9 jours de pédalage. Pas de pédalage, et un jour sur 2 quand même. Hein. Voilà. Parce qu'il a plu en ce moment. Et qui va continuer. Dimanche, si ça pouvait tourner, on doit avoir le vent de face et la pluie. Avec le revêtement génial qu'il y a dans cette portion, on se promet un dimanche heureux. Ouais. Ça va peut-être bouger. Oui, alors la veille, quand on regarde, on a eu vraiment des jours moins embêtants que ce qui était prévu. Voilà, donc ça. On espère. Vous êtes tellement préparé au pire. Oui, que du coup on trouve tout plus facile. C'est bien, jusqu'à maintenant, on a gardé la forme, il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas eu de blessure. Jusqu'à la batterie déchargée, et il fallait pédaler, mais on l'a fait. On s'est fait un petit peu avoir l'avant-dernière fois, du coup... C'est pour un vélo qui est déchargé. J'ai plus de 70 kg à tirer mon vélo tricycle. Oui, quand c'est déchargé, c'est pas on a vraiment, tous les deux, on n'avait pas chargé la batterie parce qu'on pensait pouvoir faire les 2 fois. Parce que comme on est en camping-car, il y a des moments où on ne charge pas facilement. Et là, on n'a pas été assez précautionneux. Quand on a pris le vélo, on a vu 50, 60. J'ai dit, il va falloir y aller doucement. Hein. Et on y est allé doucement, on a vraiment pédalé. Et vous avez fini. Mais on a fini, on a fait 50 km. On est arrivé à 20%, il nous en restait un petit peu. Il manquerait juste de revenir au système de dynamo finalement, puisque vous pédalez, pour pouvoir relancer de l'énergie sur la batterie finalement. Il faudrait qu'il fasse, des vélos hybrides comme les voitures qui chargent en pédalant. C'est ce que je faisais en permanence. Inventer des outils, des combines, mais là j'ai plus la tête à ça. Le moins de petits trucs, ça devient une montagne. Et ça me tracasse et j'arrive des fois, mais il me faut bien plus de temps qu'il fallait autrefois. On a fait le tour de la question. Une petite question par rapport aux autres maladies neurodégénératives. Est-ce que le sport peut aider aussi sur Alzheimer Sur Alzheimer, Parkinson également, vraiment. Ces 3 maladies-là, en tout cas, on préconise quand même l'activité physique. Okay. Même pour Alzheimer, parce que la marche, en fait, ça sollicite quand même la mémoire. Oui. On marche automatiquement. Hein. Enfin, on ne réfléchit plus quand on marche maintenant, mais et pour Parkinson, bien évidemment. Et est-ce que pour la maladie d'Alzheimer, par exemple, vous parlez de celle-là, parce que ce n'est pas tout à fait les domaines, est-ce que le fait, parce qu'on sait que les personnes, elles diminuent très vite dans la mobilité. Le cerveau se met pour Alzheimer, il se met quand quelqu'un commence à être en fauteuil et son esprit ne commande plus, ne coordonne plus les mouvements. Et je le vois avec mon beau-frère qui est atteint et la rapidité avec laquelle il ne marche plus du tout. Ça peut dégénérer vite, mais moi la plupart des patients que j'ai vus à domicile Alzheimer, ils étaient sans canne et sans fauteuil. Hein. C'est la mémoire qui est touchée, hein, c'est pas le. Oui, mais justement. C'est pas le moteur. Enfin, je veux dire, cette maladie de Parkinson qui va venir toucher beaucoup la marche. La maladie d'Alzheimer, c'est quand même la mémoire, c'est l'hippocampe. Oui. Voilà. Après, oui, l'activité physique permet toujours de stimuler en fait la mémoire, le cerveau. Ça, c'est une certitude, même de marcher. Oui. Mais après, il peut y avoir une aggravation. Après, ça peut aussi être lié à l'âge. Oui. Un patient qui a 85 ans.
On va quand même continuer de vieillir avec une maladie d'Alzheimer, et donc oui, la mobilité va pouvoir peut-être un petit peu diminuer, mais là, ça ne sera pas forcément Alzheimer, ça peut être juste lié à l'âge aussi. C'est vraiment la maladie de Parkinson qui va toucher le moteur. D'accord. C'est pour ça que dans la maladie de Parkinson, les kinés sont très vite prescrits pour tout ce qui est la rigidité et leurs enfants. Et en fait, voilà, moi je suis allée faire du golf avec un monsieur qui habite dans le Lot, qui tient une association Golf Santé Parkinson, par exemple. D'accord. Voilà, pareil, pour promouvoir aussi le mouvement. Ouais. Voilà. C'est efficace. Après, en soi, tous les sports sont efficaces. Voilà. Après, c'est juste que le golf, c'est plus lent, donc ça permet quand même de bien solliciter l'équilibre, l'amplitude de mouvement, l'anticipation à la planification. C'est efficace quand on le prend dès le début de la maladie, ou ça peut être efficace quand on est déjà freiné dans le mouvement? En fait, c'est bien tout le temps, peu importe le stade où on en est, de bouger. D'accord. Même si on attend un peu, parce qu'on n'a jamais été sportif et qu'on se dit, tiens, au bout de 10 ans, j'y vais, c'est toujours du bien. Bouger, c'est peu importe le moment. Voilà, c'est ce qu'on disait au début. Voilà, c'est peu importe le moment. Moi, soit malade et n'importe bouger, quelle maladie, voilà, il faut bouger. Il faut surtout lutter contre la raideur. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup de nous avoir éclairés avec tout ça. On est content d'avoir partagé ce moment avec vous. Et on espère vous retrouver pour la réunion de 7, partager de nouveau des moments avec Tatiana Richer cette fois-ci. Et puis on espère du monde aussi qui sera intéressé du côté de Sète, Montpellier, toute cette région de l'Hérault, qui puissent venir poser leurs questions. On aimerait bien avoir des échanges avec des questions-réponses pour enrichir le débat. Voilà. Alors on vous attend. Au revoir. Merci.